Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième podcast du studio de la Maison des Ensembles. Aujourd'hui nous allons parler de la production musicale et plus particulièrement des étapes du home studio, toujours accompagné d'Alex. Salut à tous. Nous vous proposons une nouvelle version de ces podcasts. En effet, nous avons interviewé des professionnels de l'industrie musicale sur les questions essentielles que l'on se pose lorsque l'on veut réaliser son projet musical. Il y aura donc dans ce podcast des artistes, des compositeurs, des producteurs, mais également des professionnels de l'audio comme des mixeurs ou des ingénieurs du son. On espère que cette nouvelle formule vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et à vous abonner. Tout à fait. Bon, gros programme aujourd'hui, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors, à la base, lorsque vous avez un projet que vous souhaitez enregistrer, lorsqu'on n'avait pas encore accès à tout le matériel qu'on avait aujourd'hui, qu'on pouvait un peu s'accaparer, créer son propre home studio dans sa chambre, dans son appartement, dans sa maison, quoi que ce soit, il fallait aller en studio. Donc, lorsqu'on remonte un petit peu dans les années, il fallait donc se déplacer en studio, louer un studio à voir, parce que tout le matériel était souvent plus disponible, où il y avait plus de choix et de facilité d'accès en studio. Maintenant, il y a une démocratisation à partir des années 2000 pour les home studios, où le matériel devient plus accessible aux amateurs, semi-professionnels, etc. Donc il va y avoir une explosion des home studios qui apporte quand même une certaine facilité de création et de production, car de plus en plus d'étapes de production de son projet se déroulent maintenant en home studio. Aujourd'hui, dans la production musicale, il y a un nouveau incontournable qui est le home studio. Le home studio, ça prend son origine depuis bien longtemps. On peut parler des premiers home studios dans les années 70 avec les musiciens qui étaient plutôt des claviéristes qui avaient plusieurs synthés et claviers à leur disposition, et ça faisait un peu un vaisseau spatial et ça leur permettait d'avoir plusieurs sonorités à leur disposition et donc un contrôle sur leur son. Plus pointu, et à la suite de ça, dans les années 80, grâce au numérique et grâce aux enregistreurs moins onéreux, le home studio à proprement parler a pu commencer à émerger. C'était quand même beaucoup plus compliqué que maintenant parce que y avait plusieurs formats, tout n'était pas compatible, les instruments ou le matériel n'était pas forcément compatible les uns avec les autres, donc c'était un peu plus compliqué. Mais depuis les années 80, le home studio s'est démocratisé et donc maintenant, il est devenu un incontournable dans la production musicale. Donc, est-ce que toi, tu pourrais nous raconter un peu, Alex, l'origine du home studio et puis son évolution? Ouais, bien sûr. Donc, ce qui a fait vraiment naître le home studio, donc c'est l'avancée technologique sous deux formats différents. Les deux grands points qu'on a dans ces avancées technologiques, c'est tout d'abord au niveau des enregistreurs qui deviennent de plus en plus numériques, faciles à utiliser, mais également sur les synthétiseurs et la possibilité de pouvoir émuler plusieurs instruments, plusieurs synthétiseurs, etc. Tout à fait. Et ces avancées, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un point de vue plus théorique et plus une vision historique sur le long terme, c'est que c'est deux courants musicaux, on va dire, ou de recherche musicale plutôt. Un courant allemand qui est porté par Stockhausen, et son but, c'est d'essayer d'émuler, de créer par la transformation de signal des sonorités d'instruments, de réels instruments, donc de guitare, ou des violon, n'importe quoi, voilà, ouais. Ou même des sonorités plus percussives. Bien et sûr. De l'autre côté, plutôt l'école française emmenée par Pierre Schaeffer, qui est donc là plutôt la prise de son et tout le travail sur la typo, la morphologie sonore, comment classer les sons, comment les répertorier. Et c'est de ces deux recherches-là, en fait, que naît les possibilités, le home studio et les possibilités qu'il offre. C'est ça, c'est à partir de cette période qu'on va commencer à avoir les premiers gros synthétiseurs qu'on entend dans à peu près
enfin, on va dire dans allez, 60% des morceaux des années 80, 70, etc. Et aussi l'apparition des premières boîtes à rythme, donc émulation de batterie et de percussion, etc. Et du coup aussi, qui va avec, c'est l'arrivée du MIDI. Et donc avec ces avancées technologiques, l'audio va vraiment être révolutionné. On va passer de ce qu'on appelle l'audio analogique à l'audio numérique. Et donc pour connaître la différence entre les deux, nous allons entendre Pierre Attias, ingénieur son et patron du Pixel Room. Le son, c'est une onde. Et cette onde, lorsqu'on va chercher à la capter, il y a la possibilité de découvrir le fait que cette onde, lorsqu'elle est prise par un système analogique, elle est captée de manière infinie. C'est-à-dire qu'on récupère dans un système, c'est-à-dire les enregistreurs, les microphones, les préamplis, les enregistreurs, on va essayer de capter ce signal qui est converti acoustiquement vers électrique de manière la plus infinie, la plus complète. Dans le monde numérique, on va créer un calcul pour recréer cette onde et la retranscrire à travers des enceintes. Le monde analogique a précédé le monde numérique. Je ne sais pas si on avait découvert en tant qu'humain le fait de pouvoir enregistrer de manière numérique avant de se dire oui, il y a des enregistreurs analogiques, est-ce que c'est mieux ou pas? Donc il y a toujours une grande question dans le métier de dire avant c'était mieux. Bon, vous avez compris que moi, en tout cas, j'ai trouvé un joli élément une jolie phrase qui dit au final, un vieil ingénieur du son aujourd'hui connaît le monde analogique et mécaniquement, comme c'est un autodidacte et qu'il est en apprentissage continu, il connaît le monde numérique et que les jeunes d'aujourd'hui, ayant plus difficilement l'accès à des outils analogiques mis en œuvre dans des structures ou à leur portée, parce que ce sont des outils qui sont beaucoup plus onéreux, qui sont moins mis en action dans les studios d'enregistrement parce qu'ils sont un peu plus fastidieux à mettre en œuvre et que les productions rapportant moins, on va chercher ce qu'on appelle une efficience à l'action. Donc on va essayer de réaliser quelque chose qui s'apparente à en moins de temps pour un coût moindre. Exactement, ce qui permet vraiment de mieux adapter son budget. Une autre grande avancée qui arrive dans la production musicale, ça va être le DAW ou le Digital Audio Workstation. Ce sont des séquenceurs audio numériques et qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que vous pouvez avoir une partie du studio digitale. Ça veut dire que vous voyez vraiment vos pistes devant vous au lieu d'être sur des bandes. Vous les voyez de façon numérique, ce qui permet vraiment d'être plus créatif vu qu'on a une meilleure main sur son projet, sur son son, mais aussi de travailler plus vite, d'être plus efficace dans sa production. Le logiciel audio numérique est donc devenu incontournable pour les créatifs au XXIe siècle. Ces logiciels se trouvent sur les ordinateurs de ces derniers créatifs. L'ordinateur est donc au centre de la création à l'heure actuelle, comme nous le dit Pierre Attias. L'ordinateur aujourd'hui personnel permet de résoudre un certain nombre d'actions de manière très concrète et de manière très efficiente. La plupart des créatifs ont un ordinateur avec lequel ils se déplacent ou ils sont installés dans leur home studio et dans lequel ils vont passer beaucoup de temps pour construire, entre guillemets, leur studio virtuel dans lequel ils vont retrouver beaucoup de fonctions proposées par les logiciels qui sont des émulations de systèmes analogiques. Alors l'anecdote possible, c'est de se dire bon, bah, c'est super l'analogique, c'est sympa, mais quitte à avoir un système numérique, autant nous proposer des algorithmes tellement numériques qu'on est dans un monde où on passe à autre chose. Peut-être que demain, avec un contrôleur totalement sorti de Star Trek, on va découvrir le fait qu'on va produire la musique totalement différemment. Mais pour l'instant, en tout cas, dans la présentation qu'on fait en termes de logiciel, on a beaucoup gardé la façon dont étaient ordonnés les studios d'enregistrement d'avant. Okay. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Je pourrais dire, moi, en répondant bêtement, en répondant simplement les interlocuteurs premiers, les acheteurs de ces solutions-là, seraient des professionnels et qu'ils ne voulaient pas les perdre, les développeurs numériques ne voulaient pas perdre les premiers utilisateurs qui seraient professionnels. Et après, ça s'est démocratisé. Et donc, on a créé, on a évangélisé les jeunes utilisateurs. Quand je dis jeunes, c'est en termes de nombre d'années d'accès à ce qu'on appelle un DAW, un Digital Audio Workstation, donc une station audio numérique, pour faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et donc, on leur a donné cet apprentissage on a exactement la même chose on a exactement la même chose de ce qu'il y a dans un studio d'enregistrement dans son ordinateur.
Exactement. Et en plus, l'intérêt des DAW, c'est qu'il centralise plusieurs séquences de travail. Donc, dans le DAW, dans le DAW, il est possible de faire de l'enregistrement, mais également de l'édition et du mixage. Et ça, c'est une révolution qui va transformer la création et la production musicale. Exactement. On peut citer parmi les historiques, les premiers créateurs de DAW, on peut citer Pro Tools de chez Avid, et qui est la référence studio. On peut également citer Cubase de chez Steinberg, qui a été un des pionniers dans le langage numérique adapté à l'audio. Donc c'est à partir des années 2000 où on va vraiment avoir cette digitalisation des différents outils de création qu'on retrouvait en studio, c'est-à-dire les synthétiseurs, les boîtes à rythme, les sampleurs, et du coup tout ça accompagné du DAW pour vraiment faciliter la production de son, l'enregistrement, l'édition. Tout va être compact et possible dans sa chambre. Tout à fait. Et donc cette nouvelle façon de produire de la musique et de la composer, de l'écrire, va permettre l'émergence de nouveaux styles musicaux. Donc c'est le début, la vraie démocratisation de la musique électronique et aussi de la musique urbaine de type hip-hop à l'arrivée des années 2000, au moment des années 2000. C'est ça, oui, ça va vraiment devenir des styles musicaux qui vont dépasser tous les anciens, que ce soit surtout dans les styles populaires comme l'électro, le hip-hop, ça va être vraiment plus simple de pouvoir sampler pour une instru de hip-hop ou alors récupérer des petites voix pour un morceau électro, etc. C'est avec cette digitalisation qu'on va vraiment voir exploser ces styles, que ce soit au nombre d'artistes, au nombre de tracks, etc. Notons aussi que le numérique a profondément transformé, au-delà de la production musicale, l'ensemble de la chaîne de l'industrie. Et les artistes, donc maintenant, doivent être beaucoup plus multicasquettes. Pierre Athias va nous parler d'ailleurs de comment l'artiste peut faire aujourd'hui pour stimuler sa création et sa production. On l'écoute. Aujourd'hui, donc, ou même avant, les projets musicaux nécessitent toujours d'avoir en tête le fait de devoir avancer dans leur projet de création. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre à jouer, à performer sa voix, à collaborer avec des gens. Donc, le conseil que moi je donne souvent aux projets qui se montent, c'est d'avoir des side projects avec d'autres groupes musicaux, par exemple, pour continuer à découvrir les joies de la collaboration artistique, c'est-à-dire tant sur les arrangements, sur le fait que comment se réalise un autre projet musical qui n'est pas le sien, et donc avoir un recul après avec son propre projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 30 ans, dans l'industrie musicale, on a découvert via des moyens techniques les moyens on a découvert dans le cadre des moyens techniques le fait que les artistes pouvaient s'autoproduire. C'est venu du fait qu'on a pu réaliser des outils en industrie pour permettre aux gens, donc aux artistes, d'enregistrer chez eux. Et c'est ce qu'on appelle la création du home studio. C'est quelque chose qui existe depuis le début des années 80, qui a pris 25 ans à se mettre réellement en place, jusqu'au début des années 2000, de manière assez concrète. Et aujourd'hui, on peut réaliser parfaitement beaucoup de projets artistiques à la maison avec un cadre de moyens qui n'est plus du tout, qui est sans commune mesure avec ce qui se faisait avant. Dû au fait qu'il y a des nouvelles technologies et dû au fait que, comme il y a plus de clients dans le monde, on peut vendre un produit bien moins cher parce qu'il est produit en plus grand nombre. Donc ça, c'est sur la partie technique matérielle. Maintenant, sur la partie artistique, il y a aussi beaucoup d'initiatives de gens qui font de l'accompagnement aux artistes ou du projet ou qui permettent au projet de continuer à faire des ateliers d'écriture, par exemple, ou des collaborations, et donc d'obliger les artistes-interprètes, par exemple, ou les auteurs-compositeurs à travailler leur art sans rapport mécaniquement avec leur projet initial, mais de leur permettre de continuer à travailler à travers des masterclass, des workshops. Et ça, c'est très important parce que c'est de l'apprentissage qui est continu. Ça, c'est sur le rapport à l'écriture et le fait de le mettre en boîte. La même chose, il y a beaucoup de centres de formation qui permettent, lors de petits séjours de formation, de pouvoir mieux prendre en main sa station audio numérique ou ses instruments, ou la même chose, travailler son rapport scénique, son coaching vocal et autres. Donc ça, je dirais qu'il y a 35 ans, c'était pas aussi possible, pas aussi démocratisé et pas aussi accessible. Aujourd'hui, il y a plein de mécanismes de financement de formation qui permettent d'y accéder. Et donc, ce que je conseille souvent aux jeunes projets, c'est de dire, là, vous partez pour 20 ans de projet de carrière parce que c'est votre projet
en parallèle d'un métier alimentaire, si c'est le cas, ou pas, et ben, gardez bien en tête qu'il faut aussi continuer à se former et qu'il y a des projets de formation qui peuvent vous convenir exactement à vos besoins, puisque vous allez vous former sur plein de sujets. Donc maintenant qu'on a fait notre petit historique sur le Home Studio, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du Home Studio avec les outils. On va commencer par le dos qu'on a déjà un petit peu vu. On va parler des différentes marques de dos qu'il y a. Il y a Logic Pro qui est chez Apple. Il y a Ableton Live. Qui est disponible pour Mac et Windows. Voilà, il y a Cubase disponible. Également. Voilà, Pro Tools. Également. Pro Tools qui... Alors, Pro Tools c'est plus pour de la production. Ableton... Et de l'édition. Et de l'édition, évidemment. Ableton, Cubase, Logic, qui sont... Enfin, Cubase et Logic, qui sont pour de la production, mais aussi pour de la création. Et Ableton, il est plutôt pour de la création et du live, et un petit peu moins pour de la production. Mais on peut quand même on peut quand même faire des projets. Toi, tu utilises Ableton. Oui, quand même, je suis grand défenseur d'Ableton, donc je suis pas... Et donc, on a demandé à plusieurs professionnels de nous parler de leur utilisation de leur programme favori, de leur DAW favori. Et pour commencer, nous avons Nicolas Échalier, qui tient le blog Devenir Ingé Son et qui va nous parler de son utilisation de Pro Tools. Et donc voilà, donc moi, oui, j'utilise Pro Tools, que ce soit sur l'étape de prise et l'étape de mixage, voilà, tout simplement. Voilà, bon bah après c'est un logiciel qui a été pensé pour ça, donc il fonctionne très bien pour ça. D'autres aussi, hein, c'est pas tellement, ce serait difficile de comparer, de dire lequel est le mieux ou pas. Après c'est un peu comme tout, c'est une question d'affinité avec un logiciel. Voilà, moi ça fait 20 ans que j'utilise tous les jours, donc si demain on me dirait bon bah Pro Tools n'existe plus, il faut passer à un autre, ça me prendrait un certain temps pour pouvoir maîtriser complètement un autre logiciel. Et du coup, bah, le temps que je me reforme à ce logiciel, bah, c'est du temps perdu pour la création et pour le reste. Donc parfois, on n'a pas toujours ce temps-là à s'accorder. C'est encore aujourd'hui, on peut le dire quand même, le standard des studios, hein, Pro Tools. Je me souviens de l'époque où le système TDM était sorti. Il est venu littéralement remplacer... les magnétos, notamment les Dash de l'époque, hein, dans les milieu des années 90, où on travaillait sur les SSL et les Dash 3348, hein, qui étaient des enregistreurs à bande magnétique. Voilà, Pro Tools est arrivé avec leur système DSP, tout ça. Il est venu remplacer, comment dirais-je, les magnétos grâce à sa puissance de calcul incroyable. On pouvait enregistrer sur disque dur sans latence, sans rien, donc c'était quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Et donc c'est pour ça que Pro Tools est devenu un standard d'ailleurs. Je me souviens, Digidesign, ils sont arrivés, il fallait obligatoirement avoir Pro Tools pour faire tourner le système. Et donc, bah voilà, la question se posait même pas, hein, il fallait connaître Pro Tools. On a également eu le plaisir d'interviewer Frédéric Marquez, producteur et mixeur. Il travaille également pour Steinberg. Il nous a parlé de son DAW qu'il utilise, Cubase évidemment. Et on a aussi eu le plaisir d'interviewer Jacques Roulet, producteur et ingénieur du son, qui lui aussi utilise Cubase. Ils vont tous les deux nous expliquer pourquoi ils utilisent ce logiciel. La DAW que j'utilise, c'est donc Cubase. Pourquoi j'utilise Cubase? Pour plusieurs raisons. Déjà pour la console de mix qui, pour moi, est la plus pratique du marché actuellement. Pour une autre raison, c'est aussi l'accessibilité au Vari Audio, qui est un correcteur de voix monophonique tel Melodyne. Bon, bien sûr, il n'y a pas le polyphonique, mais pour la correction de voix, c'est suffisant puisque les voix sont en mono. Et aussi parce que je fais beaucoup d'enregistrements de voix en layering, en empilant beaucoup de voix. Et il y a une fonction d'alignement audio dans Cubase qui permet donc de caler les voix ensemble quand elles sont superposées et qu'elles disent la même chose, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Auparavant, j'utilisais Vocaline de Synchro Arts qui fait aussi du calage de voix. Mais c'est beaucoup moins pratique. Il fallait mettre les plugs sur chaque piste, mettre en lecture, après caler les voix, passer à la suivante, remettre en lecture. Et donc ça durait le temps du projet. Avec la fonction d'alignement audio de Cubase, ça se fait en 5 secondes. Et puis bien sûr, la raison la plus importante, c'est que j'ai commencé avec les premières versions de Cubase dans les années 90.
Je maîtrise l'outil et donc je ne veux pas changer, même si j'ai testé d'autres DAW et que j'ai fait des études sur Pro Tools. Mais j'ai gardé Cubase parce que c'était celui avec lequel je me sentais le plus à l'aise. Là, maintenant, je suis sur Cubase. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand même pas mal pratique. Il y a tout, in the box, tout est en un. Et puis, ça prend du temps en fait à prendre en main. Mais une fois qu'on a commencé à bosser dessus comme n'importe quel logiciel, ça devient un plaisir de travailler avec. Et les raccourcis, la vitesse d'exécution est vraiment efficace. Au niveau du workflow, c'est cool. Un des trucs, moi je vais donner les pour en fait de ce logiciel qui me font dire que c'est le logiciel de prédilection que j'ai maintenant et que je pense que je vais garder pendant un petit moment parce que ça marche bien. Ouais. C'est qu'il y a une fonction qui s'appelle Logical Editor qui permet de gagner beaucoup de temps. En fait, tu as des fonctions préenregistrées qui permettent, mettons, de donner des valeurs aléatoires de vélocité sur du MIDI qu'on aura sélectionné. Il y a aussi tout ce qui est traitement de la voix, ou traitement du pitch qui se fait facilement en fait. Donc le tuning est intégré directement dans Cubase. Donc pour le traitement vocal, c'est hyper pratique. On n'est pas obligé de passer par un plugin supplémentaire. Plugin très connu et qui peut être très coûteux aussi. Donc c'est déjà inclus dans Cubase, c'est cool. Après, il y a un truc qui est génial aussi, c'est le sampler track. Et il peut le faire en temps réel. Il peut le faire la correction tonale en temps réel. La correction audio en temps réel, non, ce ne sera pas en temps réel, sauf que tu peux modifier tes notes de voix assez facilement. Ok, ouais, c'est bien. Ouais, voilà. Comme Logic aussi. Ok. Oui, comme Logic. Ouais. Et puis après, tu peux copier, mettons, ce que tu as fait en MIDI, l'envoyer sur un synthé, vice-versa. C'est pratique. Après, je parlais du sampler track, vraiment cool. C'est-à-dire qu'en fait, je vais importer un sample et puis avoir une piste directement associée à ce sample, donc, avec laquelle je vais pouvoir jouer sur le pitch. Donc, mettons, si j'ai un clap, je peux le jouer à différentes notes. Je peux jouer avec des différents filtres aussi directement et tout est intégré dans cette piste-là. Donc, c'est plein d'actions que j'aurais fait normalement sur de l'audio. Je peux le faire sur une piste MIDI sampler track automatiquement et après la coucher et avoir un audio direct avec lequel je pourrais jouer derrière. Donc, ça m'économise une étape et ça me fait gagner du temps. C'est cool, ça. Et après, un autre truc, c'est le Media Bay. Le Media Bay, c'est le système d'importation de Cubase pour importer des loops ou importer des fichiers audio ou du MIDI, des patterns. Et c'est un gros truc. C'est comme un espèce de Finder là, qui est intégré dans Cubase. C'est pas impressionnant parce qu'on peut switcher, venir de son Finder, aller rajouter et importer des fichiers audio. Sauf que là, il y a directement un menu de recherche. On peut classifier, mettre des notes, donc recter avec 3 ou 4 étoiles. Directement, il y a des choses qu'on veut faire venir plus facilement et chercher dans ces fichiers, dans les tonnes de fichiers qu'on a. C'est pratique. Le Media Bay, c'est un bon truc. Voilà pourquoi je travaille sur Cubase. C'est un des bons trucs. Donc, dans tous ces docs qu'on vous a cités, on retrouve à peu près la même présentation avec les 3 grandes fenêtres. Donc, tout d'abord, nous avons la fenêtre d'arrangement qui est votre vision sur le projet où tous les sons sont divisés donc, en pistes et vous avez une vision temporelle de votre projet. Exactement. Nous avons ensuite la fenêtre d'édition, c'est dans cette fenêtre où vous pourrez transformer et trafiquer tout votre audio et MIDI, ça veut dire faire des reverse d'audio, de rajouter des notes de MIDI, ajuster le pitch ou la hauteur de certains samples d'audio, etc. Et en dernier, nous avons la fenêtre table de mixage qui, elle, est une émulation simple d'une vraie table de mixage où vous retrouvez vos faders de volume, vos envois et retours pour tous vos effets. Où chaque piste correspond à une tranche de console. Exactement.
Donc ça, c'était pour une vision globale du DAW. Dans vos outils, vous allez retrouver également les instruments virtuels qu'on a décomposés en 3 catégories. Donc première partie, ça va être les synthétiseurs, qui sont vraiment les... Ce sont donc des instruments virtuels qui font des sonorités inouïes ou proprement numériques. On a aussi donc les émulateurs ou les émuleurs, qui sont des instruments qui tentent de reproduire des sonorités du monde acoustique, donc des instruments, de la voix ou de sonorités plus percussives. Exact. Et enfin, on a les sampleurs, qui sont donc les instruments virtuels adaptés au monde des percussions. On a demandé à Frédéric Marquez et à Jacques Roulet leur instrument virtuel préféré. J'utilise beaucoup les East West. Donc j'ai un abonnement à East West pour avoir accès à tous leurs sons. Pourquoi ? Parce qu'il me faut des banques diverses et variées et que East West propose, que ce soit au niveau des violons, des choses orchestrales ou même des brasses qui ne sont pas seulement orchestrales, car il est très difficile de trouver des brasses qui sont autres qu'orchestrales dans le monde du plugin, en tout cas qui soient réalistes, alors que là il y a des brasses pop, funk, qui permettent de faire des morceaux actuels à la Bruno Mars, des choses comme ça. Donc j'utilise East West pour ça. Il y a aussi une autre marque qui est Output, qui fait des plugs pour Contact, et je les prends parce que par rapport à mon style électro, hip-hop, tout ça, la sonorité, le sound design des sons est bien pratique et ça m'évite de passer souvent des heures à sound designer des sons. Il y a déjà des presets de haute qualité avec un son moderne. Et il y a beaucoup de plugs qui n'ont pas un son moderne, alors que les plugs Output ont un son moderne. J'utilise Contact pour faire en fait des pistes, enfin en tout cas des enregistrements MIDI reliés à des instruments, à du classique en fait en général. Donc tout ce qui est pour ça, j'utilise les librairies Spitfire, qui sont les mêmes celles d'Hans Zimmer, et puis les Berlin Orchestra, que je trouve sonnent bien et font le taf en MIDI. D'accord. Et pour des sonorités plus synthétiques ou plus modernes, tu vas utiliser quel type de VST ? Pour des choses plus modernes, j'utiliserai Silence ou Serum. Ouais, la base. La base, ouais, la base, je me prends pas trop la tête. Et puis, pas Massive. Si, Massive un petit peu, mais pas tant que ça au final. Massive, il y a plein de presets qu'on peut trouver sur Internet qui sont cool, ouais. Mais je l'utilise au final moins. Depuis en fait que j'ai récupéré Serum, au final, je me retrouve mieux avec Serum qu'avec Massive. D'accord. Alors qu'avant, c'était plus, j'utilisais plus Massive. Je me suis plus conforté dans l'utilisation de Serum. D'accord. Et au point de vue d'un sampler, tu vas utiliser quoi ? Sampler, j'utilise celui qui est dans Direct, Cubase. celui que tu parlais là. Groove Agent. C'est directement, il y a ce qu'il faut. Tout est intégré, en tout cas pour les batteries. Il y a vraiment pas mal de sons, et puis il y a des patterns qui vont avec. On peut récupérer pas mal de choses depuis directement Groove Agent sans avoir à importer d'autres choses. Je profite du savoir de Steinberg et de Cubase pour ça. Et donc un autre outil important du Home Studio pour vos DAW, ça va être les effets audio numériques. Et là aussi, nous retrouvons 3 parties. Nous avons d'abord les effets dynamiques, nous avons également les effets temporels et les effets fréquentiels. Mais pour tout cela, nous reviendrons dessus sur la partie mixage. Exactement, on en parlera plus au moment du mixage parce que c'est des effets qu'on applique sur un signal sonore pour le modifier et l'étape du mixage correspond à cette action. Donc, très brièvement, les effets dynamiques, on parle de compresseurs, de limiteurs, d'expandeurs. Les effets temporels, on va parler de reverb, de delay, de phaser, flanger. Et les effets fréquentiels, on va parler d'équaliseurs, où on va mettre aussi même si c'est pas réellement un effet plugin, on va mettre dedans le pitch shifting ou ce genre de choses qui fait des transformations de hauteur. Exact. Voilà. Bon, donc là, on a vachement parlé de tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, mis à disposition
de façon numérique pour la création et la production musicale, mais pour pouvoir entendre, enregistrer ou jouer d'un instrument ou de n'importe quoi, il va y avoir besoin d'autres outils, donc qu'on va appeler les périphériques. Donc un des périphériques essentiels, c'est la carte son. La carte son, pour bien la choisir, il faut se poser quelques questions. Combien elle a d'entrées et sorties audio? Combien elle a d'entrées et sorties MIDI? Si elle en a. Si elle en a. Les qualités des préamplis. Les types de connectiques vers l'ordinateur, Thunderbolt, USB ou Firewire pour les modèles les plus anciens. Et aussi comment est foutue l'interface logicielle de la carte son. Est-ce qu'elle nous parle parce que si on a un problème de signal et qu'on n'arrive pas par exemple à avoir du son qui sort de nos enceintes quand on est sur notre dos, il va peut-être falloir passer par cette interface-là, et donc il faut qu'elle soit relativement digeste pour nous, pour savoir où aller trouver le problème. Exact, et le deuxième point qui va être également important, ça va être votre monitoring, donc en gros votre système d'écoute. Également ça, comment bien le choisir. Donc d'abord deux systèmes de monitoring, vous avez vos enceintes ou alors le casque. Alors pour les enceintes, bien sûr, le premier point ça va être le prix, celui que vous voulez mettre dedans, la bande fréquentielle des enceintes, son ampérage, la taille des boomers et des tweeters, son impédance, sa connectique, et certaines enceintes sont meilleures pour certains styles. Donc bien voir ça aussi. Pour le casque, ça va être assez semblable, donc ça va être également le prix, sa bande fréquentielle, son ampérage, son isolation, donc fermé ou ouvert, sa robustesse, sa connectique et également le style musical le mieux adapté. Et dans la robustesse, on peut également penser là je viens d'y penser, mais à la robustesse du câble en lui-même, si c'est un casque filaire et qui n'a pas de possibilité d'être en Bluetooth. C'est ça. Parce que le casque peut être très solide, mais si le câble lui ne l'est pas, ça va pas marcher. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Regardez, par exemple, si vous voulez un câble qui puisse se déconnecter du casque ou non, ça peut être une très bonne option pour votre casque. Un autre périphérique très utile que l'on peut retrouver en home studio, ça va être les contrôleurs d'eau. Les contrôleurs d'eau, en gros, c'est des interfaces physiques qui permettent de communiquer et de contrôler un séquenceur audio numérique. Il y a différents types de contrôleurs d'eau. Il y a le clavier simple, donc qui a la forme d'un clavier, d'un synthétiseur, d'un keyboard. Les éléments à prendre en compte dans le cas d'un clavier simple, c'est le toucher. Est-ce que c'est un toucher solide, mou, comment tu dis Est-ce que c'est un toucher proche piano ou est-ce que c'est un toucher très synthé? Après, il y a d'autres contrôleurs. Il y a les pads. Alors, les pads, c'est les petits carrés sur lesquels on tape. Ouais, si vous connaissez la MPC, c'est ça en fait. C'est des petits carrés en caoutchouc que vous avez sur des boîtiers MIDI. Exactement. Il y a le push qui est très connu, ou la machine. La machine de Ableton. Qui est aussi très connue. Ou la MPC de Roland. Exactement. Il y a d'autres contrôleurs d'eau. Il y a les control touch qui sont donc des interfaces MIDI multiformes qui peuvent avoir donc plusieurs têtes différentes et qui permettent de contrôler donc un séquenceur audio numérique. Dans les formes qu'ils peuvent avoir, ça peut être des émulations de petites tables de mixage. Vous aurez des faders de volume dessus, mais c'est pas obligé d'affecter le volume. Vu que c'est du MIDI, vous pouvez y mettre n'importe quoi en fait comme contrôle dessus. Voilà. Et sinon, il y en a avec des écrans où on va contrôler, qui peuvent être tactiles, où on va contrôler telle piste. Il y en a qui sont également beaucoup moins chers, comme par exemple le MIDI Mix, qui donne la possibilité d'avoir 8 tranches de console, en gros, avec des potentiomètres et des faders attitrés à chaque tranche. Enfin, en gros, on peut faire n'importe quel type de routing. On pourrait décider qu'on mette tel potentiomètre pour telle piste et le fader de ce potentiomètre pour telle autre piste, mais c'est construit aussi pour que ce soit tout relié sous la forme d'une tranche de console classique, en fait. Je voulais d'ailleurs ajouter le fait qu'il existe d'autres formes de DAW-contrôleurs qui vont s'appeler pour le coup plutôt des contrôleurs numériques qui ne sont pas forcément développés pour l'univers audio, mais qui peuvent, avec un petit code informatique, s'adapter au séquenceur audio. Je pense au Leap Motion ou je pense aussi à la tablette graphique.
Voilà, il existe aussi d'autres instruments qui sont développés pour l'audio. Je pense aux outils Widow par exemple, qui permettent par des formes d'interaction différentes, qui peuvent être le fait de taper, un peu comme des pads, ou le fait de presser, ou de passer sa main au-dessus d'un capteur électromagnétique. Tous ces différents instruments Widow permettent d'avoir des modes d'interaction différents. Et en fait, on vous parle de ça parce qu'on pense que c'est intéressant pour vous de trouver un moyen de ressentir la transformation sonore que vous effectuez par le DAW contrôleur, par le contrôleur. Et voilà, et ça peut être un mouvement, ça peut être un rapport avec quelque chose de tactile, soit par la pression, soit par l'impact, soit par d'autres modes d'interaction. Mais l'essentiel, c'est de trouver une forme d'interaction qui vous correspond et qui correspond à ce que vous percevez comme transformation sonore. Exact. Et en dernier, vous aurez le clavier polyvalent qui, lui, ça va dépendre du constructeur et du modèle. Vous pouvez retrouver une combinaison entre clavier simple et pad, avec des faders et des potentiomètres dessus, peut-être, ou non. Donc voilà, polyvalent. Et pour finir, nous avons le microphone. Le microphone, donc du coup, ça sert à capter un signal acoustique et le transformer en signal électrique. Donc du coup, il existe plusieurs types de microphones. Certains microphones sont polyvalents et d'autres seront construits pour un tel ou tel but sonore. Dans ces microphones, on a notamment les microphones condensateurs et à ruban qui, eux, auront besoin d'une alimentation qu'on appelle fantôme ou plus 48 volts pour fonctionner. Ils auront besoin donc du coup de leur système d'alimentation. La plupart des microphones, sinon, vous aurez juste à le brancher dans votre carte son et c'est parti pour l'enregistrement. Tous les microphones dynamiques en tout cas. C'est ça. Donc il y a différents types de microphones et au-delà d'avoir différents types de microphones, donc c'est-à-dire des microphones à ruban, à condensateur ou dynamique, il y a différents types de directivité des microphones. La directivité d'un microphone, c'est le champ qu'il va capter de façon optimale. Donc il y a comme type de directivité, et il y a les microphones omnidirectionnels qui vont prendre à 360 degrés, les microphones cardioïdes qui vont prendre majoritairement l'espace qui est devant, les hypercardioïdes qui vont prendre un espace plus large, mais avec une zone de masquage plus grande aussi dans le centre, je crois. Et il y a les micros bidirectionnels qui permettent de capter par exemple deux personnes qui chantent l'une en face de l'autre. Exact, oui. Donc ça, regardez quelle directivité ont vos microphones pour les choisir. Voilà, il y a des micros, par exemple, là nous on est en train d'enregistrer sur des C414 de chez AKG. Ils ont la possibilité de passer du mode cardioïde au mode hypercardioïde, omnidirectionnel. Exactement. Donc voilà, il y a des microphones qui sont polyvalents dans leur directivité. Bon, pour faire ça rapidement, les différents types de microphones, il existe des microphones dynamiques, des microphones à ruban ou des microphones statiques à condensateur. La particularité des microphones dynamiques, c'est qu'ils vont être robustes, que leurs prix sont assez abordables. Par contre, ce n'est pas forcément les micros qui ont la plus grande précision. Dans les marques phares de micro dynamiques, il y a Shure, il y a Sennheiser. Par exemple, les modèles de chez Shure, ça va être le SM57 qui va être fortement utilisé pour les amplis, les cuivres, les caisses claires. Le Beta 52 qui va être utilisé pour le kick. Le SMB7 qui peut être utilisé pour la voix, pour des amplis ou pour des cuivres. D'ailleurs, à ce propos, il y a une interview réalisée par Nicolas Échalier qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. C'est une interview qui est disponible sur YouTube, sur sa chaîne Devenir un G-son. C'est une interview de Blanc-Francard, qui est un réalisateur français, dans laquelle il parle de microphone, et à un moment, Blanc-Francard parle qu'il a vu une séance avec Michael Jackson, donc une séance d'enregistrement voix, dans laquelle ils utilisent le micro SM7B, et en fait Blanc-Francard n'utilisait jamais ce micro-là pour la voix, et c'est après avoir vu cette vidéo qu'il a essayé, il s'est rendu compte que c'était un micro qui pouvait être assez intéressant pour les voix qui avaient une forte présence dans le haut médium, au médium, qui étaient les voix peut-être un petit peu nasillardes par exemple. Donc voilà, je vous invite à aller voir
cette interview très intéressante sur devenir ingé son de Blanc-Francard. Sinon, on a les microphones à ruban qui, eux, donc, auront un son plus chaleureux, naturel et doux, qui sont plus fragiles et qui peuvent avoir des particularités de directivité. Par exemple, les marques, il y a Beyer Dynamic, avec par exemple le modèle M130 ou le M160, qui sont des micros qui marchent bien pour les vents, pour les cordes. Enfin, il y a un dernier type de microphone, c'est les microphones statiques à condensateur. Ils sont précis, ils sont chers, ils sont sensibles, ils peuvent mettre en avant les aigus et donc être un petit peu agressifs dans l'aigu. Parmi les types de marques connues qui font des micros statiques à condensateur, il y a Neumann, il y a AKG, Audio-Technica. Dans les modèles phares chez Neumann, ça va être le U87, qui est vraiment un des micros emblématiques de la voix, mais qui peut aussi servir pour plein de choses, comme les vents, les chœurs, le piano. Après, chez AKG, on va avoir le C414, qui est un bon micro pour la voix, pour les cuivres, pour la guitare, qui est assez polyvalent aussi. Sinon, il y a aussi la marque Rode qui fait le NT2A. On vous en parle parce que son prix est moins onéreux, c'est dans un alentour de 300 €. La qualité n'est pas la même que celle du Neumann, bien entendu, mais ça reste que c'est quand même un micro statique à condensateur abordable. Et on a d'ailleurs demandé à Pierre Attias, en sa qualité d'ingénieur son, de nous raconter un petit peu son point de vue, tout simplement, sur les microphones et ce qui devait un peu faire un bon ingé son avec son studio, ses musiciens, etc. On l'écoute. Alors, les microphones, c'est un peu les joyaux de l'ingénieur du son. Souvent, beaucoup d'ingénieurs du son ont un peu leur mallette fourre-tout de jolis microphones ou de microphones un peu techniques ou de microphones qu'ils ont trouvés dans des petites brocantes ou autres pour produire du son de la manière la plus large possible lors de la prise de son. L'intérêt du microphone, c'est qu'on peut atteindre un objectif de résultat en termes de couleur et de manière appropriée par rapport aux sources sonores que l'on souhaite capter. C'est pour ça qu'il y a plusieurs styles de microphones, de manière technique, dynamique, statique, à ruban, et qui utilisent plusieurs technologies, que ce soit à lampe, sur des circuits solid state, ou avec ou sans transformateur, ou qui numérisent directement le signal. Et donc, les ingénieurs du son, ou les producteurs, les musiciens, vont peu à peu, par une politique, c'est un mauvais terme, par une logique de choix, entendre le résultat d'une prise de son, discuter avec des gens, échanger sur leur manière de faire. Donc il y a toujours un rapport d'échange dans le cadre du monde du micro, au-delà du côté fétichiste, ou même mieux le côté financier, du fait que certains micros vintage ont pris beaucoup plus de valeur et qu'il y a eu un moment où ils valaient presque rien parce que c'était des vieux produits qui sont revenus un peu en force du fait que s'ils étaient en bon état, leur rareté et surtout la qualité du son qu'ils en produisaient faisait que c'était des outils d'exception. Et au-delà de ça, la manière de capter le son a un peu presque c'est une façon un peu très ésotérique de dire les choses comme ça, mais la manière de capter le son par tel ou tel microphone amène un rapport à l'émotion qui en découle qui est très très différent. Et c'est pour ça qu'on va souvent, en fonction des sources, multiplier le nombre de microphones ou en avoir le choix lors de la phase d'enregistrement où on va écouter ces microphones, puis on fait un choix et on laisse que tel microphone en place. Mais avant ça, on s'est proposé la possibilité d'en mettre plusieurs à différents espaces de la source sonore, donc plus proches, plus éloignés, pour atteindre des objectifs ou de proximité, ou au contraire de sentiment de pièce, ou de sentiment d'avoir de l'air dans le son, c'est-à-dire qu'on a le son de l'instrument qu'on souhaite prendre, et en même temps, on a un certain espace qui le permet de le spatialiser. Et donc, on va optimiser ce qu'on appelle le diagramme polaire, c'est-à-dire la courbe de réponse en fréquence par rapport à la directivité choisie ou les caractéristiques du microphone. Et il y a toujours cet aspect où l'ingénieur du son peut venir plus facilement avec ses petits outils, c'est-à-dire ces fameux microphones. Il en trouve souvent sur les lieux où il enregistre, mais il a toujours dans sa petite mallette des petites surprises et il va pouvoir mettre des éléments techniques en plus pour produire son son de manière la plus personnalisée par rapport à ce qu'il doit réaliser. Et donc voilà. Alors, fort de ce constat-là, c'est-à-dire que les microphones sont une chose très très importante lors de l'enregistrement,
Moi, j'ai un peu une phrase fourre-tout qui dit une bonne prise, c'est un bon mix. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait une belle captation, réaliser un mixage qui soit cohérent par rapport à ce qui s'est passé sur le plateau au moment où cela s'est réalisé, bah, ça permet d'être beaucoup plus cohérent et beaucoup moins dans une logique de chirurgie esthétique pour corriger ce qui n'a pas été préparé en amont. Donc voilà la vision de Piratia sur les microphones et leur utilisation. Une vision très intéressante. Par ailleurs, il reste un dernier élément dans la mise en place de son home studio à prendre en compte, un élément central, c'est la pièce dans laquelle on va mettre son home studio. Exactement. L'acoustique de votre espace de création. Exactement. Donc dans un premier temps, peut-être la première question à se poser, c'est est-ce que c'est un lieu qui va être dédié, une pièce qui va être dédiée à la création, ou est-ce que c'est une pièce de vie, donc une chambre ou un salon Parce que si c'est une pièce de vie ou si c'est une pièce à part, on va pas s'intéresser à la même chose. Ouais. Si c'est une pièce de vie, on va pas forcément s'intéresser à l'acoustique, à tout ça, et on va plutôt opter pour un système d'écoute au casque avec un bon casque. Et par contre, on va plutôt mettre l'emphase sur l'ergodynamique de la pièce. Pour quand on crée, on se sente bien, mais qu'en même temps, ça ne vienne pas empiéter dans notre vie et dans le reste de notre vie. Oui. Donc ça, c'est si c'est en salon ou en chambre. Si par contre c'est un bureau qui est transformé en home studio, et bien là, il va falloir prendre en compte l'aspect acoustique. Donc d'abord l'acoustique générale de la pièce. Pour ce faire, on peut claquer dans les doigts pour voir le temps de réverbération qu'il y a, ou taper dans les mains. Ouais. Il peut aussi être utile de mettre sur une enceinte qu'on a l'habitude de connaître, un titre qu'on a l'habitude de connaître, et de l'écouter dans cette pièce-là pour voir comment il sonne. Et donc les éléments à prendre en compte pour cette pièce dédiée au son, ça va être la taille de la pièce, ça va être sa forme. Et ça va être également donc les ouvertures. Est-ce que la pièce possède des fenêtres? Bon, j'imagine qu'elle aura bien sûr une porte, mais c'est à prendre en compte quand même. Également, il y aura l'ergonomie de la pièce. Quand même, parce que même si elle est dédiée, il faut quand même qu'elle soit agréable pour travailler. Exact, ouais. Et puis au final, oui, voilà, ça va être l'acoustique. Si vous êtes en création, je pense que vous devriez quand même favoriser, si c'est un endroit où vous devrez enregistrer des instruments ensemble, si vous avez une batterie et des amplis chez vous dans votre chambre, favorisez vraiment la création, car tout ce qui est partie mixage, vous pourrez faire une grande partie soit au casque, soit vous irez directement en studio en fait. Oui, tout à fait. Et il y avait un truc là-dessus que je trouvais assez fou, que j'avais vu il y a pas longtemps, c'était, je sais pas si vous avez aussi vu ça, c'était cet architecte d'intérieur qui était aveugle. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est un architecte d'intérieur en fait, donc du coup qui était aveugle et qui utilisait juste ses mains acoustiquement, c'est-à-dire qu'il clapait dans ses mains pour sentir, pour entendre la pièce autour de lui, et c'est comme ça qu'il prenait les décisions d'archi justement, c'est comme ça qu'il travaillait dans les appartements. Super intéressant. Ouais, c'est ça, il utilisait tout le temps des petits bruits acoustiques pour visualiser cette pièce-là, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois, si vous êtes plus en création, vous avez un budget assez limité et que vous ne pouvez pas insonoriser toute une pièce, favorisez la création, car tout ce qui est mixage sera secondaire. En tant que musicien, si vous êtes musicien, favorisez toute la partie création, toute la partie mixage sera fait dans un deuxième temps, dans un autre lieu, ça sera plus simple pour vous. Plutôt que d'essayer de combiner les deux, de faire du mixage et de la création dans un espace, mais finalement vous n'êtes pas bon dans les deux pour une seule pièce en fait. Un dernier petite chose, c'est si vous êtes chanteur et que vous voulez quand même chanter dans votre home studio, il y a des systèmes pour rendre... pour isoler en fait, isoler votre tête en général, je crois que ça s'appelle la Voci-Box. C'est ça, enfin, il y en a plusieurs, il y en a où c'est vraiment tu rentres dans une petite cabine en fait. Ça, ouais. Il y en a où c'est juste ça fait 180 degrés, un demi-cercle autour de nous. Ouais. Bon, ils sont plus ou moins, ils absorbent plus ou moins le son, mais ça c'est quand même assez utile et ça a quand même des bons résultats. Et ça peut faire la différence si vous êtes chanteur et que vous n'arrivez pas à avoir un enregistrement potable chez vous. Peut-être que si vous avez les moyens de vous munir, enfin de disposer d'acheter tout simplement un
un Voici Box. Voilà. Ça, c'est un des modèles. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ouais, voilà. Donc là, on a un premier exemple là à l'écran là de ce demi-arc de cercle. Donc voilà, vous voyez que ça part de derrière le micro où c'est attaché au stand micro et que ça arrive jusqu'au niveau ça peut aller jusqu'au niveau de vos oreilles sur les côtés. Et ensuite, on a un autre modèle que voici. Et là, par contre, ça va englober vraiment toute votre tête et ça va faire une sorte de petite cage acoustique avec votre tête. Et le micro dedans. Ce qui peut être une solution, voilà, si vous êtes dans un système, vous êtes dans une pièce de création ou vous êtes juste dans votre chambre et que vous voulez faire que des prises voix, comme tu disais, Thomas. Mais par contre, les coûts sont pas le même entre les deux modèles. Hein. C'est sûr, ça va dépendre de votre budget, mais en tout cas, ça existe. Exact. Et on souhaitait vous en parler. Voilà. Bon, on a fini notre épisode sur le home studio. Donc voilà pour cette partie sur les home studios, on espère que ça vous a plu et on abordera dans le prochain épisode l'enregistrement en studio, donc abonnez-vous pour être tenu au courant de notre activité, de notre actualité, c'est gratuit. On se revoit très vite, bonne journée ou soirée à tous. Salut!